Bonsoir à tous. On va tous mourir. Une phrase que vous avez sûrement entendue autour de vous depuis le début de l'année à cause du Covid-19 ou coronavirus qui a déjà fait 3000 morts dans le monde et 7 victimes en France. Du coup, la peur est bien entrée dans une phase pandémique puisque la planète entière peut suivre en temps réel l'évolution de la maladie, ce qui n'était pas le cas en 1918 pour la grippe espagnole. Ce soir, nous allons faire le point sur les vrais risques et tenter d'y voir plus clair entre ceux qui affirment que le virus est moins dangereux que la grippe et ceux qui annonce la fin de l'humanité. À ce stade, on peut en tout cas raisonnablement affirmer que la première victime du coronavirus, c'est l'économie. Yayata. Oui, bonsoir Natacha, bonsoir à tous. Vous allez avoir des réponses concrètes ce soir avec des médecins, un représentant de l'État, le patron de la compagnie aérienne locale. On attend vos questions sur Facebook tout au long de l'émission. Vous pouvez aussi composer le 40 86 16 00 et poser votre question en direct sur le plateau. Yorana tatou ite farere aite yenei po fanhor at aeng aite nem ai coronavirus waineni anu porinitia ite paruru ito na huit atira wa titauhia to te fatre no te pahono i ta automobila ai tera if a ita matone titaur a no re rau amui me te te mau tau te ite nei po no te pahono a na re ra o te atre no te te manu re va te tinui no re ra iwir ata auto e tano ta auto e nini mai te hauru mauno hauru mauno aure no atu e mea naroto i te ro te ti e pahono hi atua taua mauir ara. Je vous propose d'abord de faire le point sur la maladie. On se retrouve juste après. Qu'est-ce que le coronavirus ? Alors, les coronavirus plutôt, ce sont une grande famille de virus qui donnent des symptômes respiratoires, qui sont des virus banals, qui habituellement sont peu diagnostiqués, sauf dans des circonstances particulières. Et c'est le cas depuis le début du siècle, avec 3 épidémies. Donc l'épidémie du SARS en 2002-2003, le MERS-CoV qui sévit dans la péninsule arabique depuis 2012 et puis donc depuis la fin de l'année 2019 ce nouveau coronavirus qui a émergé en Chine. Quels sont les symptômes ? Alors les symptômes, ce ne sont pas des symptômes spécifiques, c'est des symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe. Il faut signaler donc une fièvre, généralement une toux, des expectorations. Il peut y avoir aussi des signes ORL, c'est-à-dire mal de gorge, rhinite, mais c'est plus rare, et une gêne respiratoire. Quels sont les modes de transmission ? La transmission se fait essentiellement par l'émission de gouttelettes, c'est-à-dire lorsque l'on tousse, lorsque l'on éternue, lorsque l'on crache, on projette en fait des gouttelettes et la personne qui les reçoit peut être contaminée. Ces gouttelettes peuvent être également déposées via les mains sur des surfaces comme les poignées de porte, sur des objets, et ça peut être aussi un moyen de transmission. Comment se protéger et protéger les autres ? Alors, comment se protéger soi-même ? La maladie est transmise essentiellement par l'émission de gouttelettes, par la toux, les crachats. Donc, il faut éviter effectivement les contacts avec les personnes qui ont ces symptômes respiratoires. Se laver les mains le plus fréquemment possible. Pour les personnes qui toussent, qui ont des symptômes, il faut qu'elles toussent dans leur coude, comme c'est recommandé. Porter un masque, c'est la situation la plus efficace. Et bien sûr, lorsqu'on se mouche, il faut utiliser des mouchoirs en papier qui sont jetables. Comment s'informer ? Alors, pour s'informer sur le coronavirus, vous allez trouver le site de la Direction de la Santé sur les moteurs de recherche. Sur le site de la Direction de la Santé, il y a une section dédiée au coronavirus qui est mise à jour quotidiennement. Autour de la table, donc ce soir, Jean-Marc Ségalin, responsable du bureau des programmes des maladies infectieuses à la direction de la santé, Hervé Varré, à ses côtés, directeur de l'Institut Malardé, Vincent Quesnay, président de la commission médicale d'établissement de l'hôpital, Charles Tetaria, médecin et ex-ministre de la Santé, Pierre Masson, directeur de la protection civile, et Michel Monvoisin, PDG d'Air Tahiti Nui. Bonsoir à tous, merci d'être là. Ce soir, je tiens à préciser que le gouvernement était bien sûr invité, mais qui n'a pas souhaité être présent autour de la table ce soir. Nous allons d'abord parler de l'épidémie, si vous le voulez bien, de la volonté des autorités sanitaires de protéger la population et des mesures qui ont déjà été prises, de la psychose aussi autour du virus et des polémiques avec ce premier thème, coronavirus, épidémie en temps réel. Vincent Quesnay, je me tourne d'abord vers vous. Il y a beaucoup de rumeurs et de fantasmes, vous le savez, autour du virus. Il y aurait des cas à l'hôpital. Vous qui passez de longues heures
chaque jour et la nuit aussi parfois. Est-ce que vous nous confirmez ce soir, comme le président du pays hier matin, qu'il n'y a pour l'heure aucun cas de coronavirus en Polynésie, aucun malade zéro en Polynésie française? Sous réserve que j'ai mis mon téléphone en mode avion pour rentrer chez vous. Jusqu'il y a une heure, on va dire, c'était pas le cas. Il n'y avait pas de patients à l'hôpital. Il n'y avait pas de patients confirmés. On est bien d'accord. Oui. Et puis je ne vais pas vous dédire puisque c'est ce que vous avez annoncé dans votre flash d'infos à l'instant. Hervé Varé, dites-nous si l'on doit s'attendre, c'est bien qu'on ait la confirmation d'un médecin qui est sur place, dites-nous si l'on doit s'attendre à ce que le virus arrive en Polynésie. Il y a déjà 2 cas en Martinique depuis ce matin. Il est déjà dans plus de 60 pays dans le monde. On est une destination touristique. Est-ce que c'est juste une question de jours? Emmanuel Macron disait tout à l'heure que le niveau 3 était imminent et la pandémie en France d'ici 15 jours. Est-ce que pour nous aussi c'est une question de jours? Bonjour à tous, bonjour à Polynésie qui nous regarde aujourd'hui. Je vais confirmer effectivement ce que vient de nous dire monsieur Kenney. Il n'y a pas de cas de coronavirus en Polynésie française. Nous avons encore fait un test cet après-midi d'une personne de Réatea. Le test est sorti à 17h et il n'y avait pas, donc le test était négatif. Donc il y a bien confirmation qu'il n'y a pas aujourd'hui effectivement de cas de coronavirus. Donc vous nous confirmez qu'il n'y a pas de cas. On doit s'attendre évidemment à ce que le virus pénètre nos frontières et arrive en Polynésie. Est-ce que vous confirmez ce que je suis en train de dire? Alors aujourd'hui, lorsque l'on voit effectivement comment l'épidémie se développe au niveau national, au niveau aux États-Unis même, au niveau mondial, il est évident que peu à peu, pas à pas, jour après jour, semaine après semaine, un fort risque, effectivement, qu'on ait un premier cas de coronavirus. Alors c'est une question de jours, bon, on n'est pas devin non plus, mais on est plus dans une question de jours, de semaines que de mois. Ce que l'on souhaite faire, et au travers des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, c'est de retarder le plus possible l'arrivée du premier cas en Polynésie française. Toutes les mesures dont vous parlera M. Ségalin ou encore d'autres personnes autour de la table sont là pour effectivement retarder au maximum l'arrivée de ce premier cas. Et dès lors qu'on arrive à le retarder au maximum, donc espérons qu'on arrivera à gagner 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, c'est autant de temps pour nous pour effectivement être totalement prêts. Être encore plus près. Voilà, le plus près, voilà, justement, pour effectivement répondre correctement à l'arrivée de ce premier cas. Colonel Pierre Masson, est-ce que vous nous confirmez que l'État travaille main dans la main avec le pays pour empêcher le virus d'entrer sur le territoire, comme Hervé Varé vient de le dire? Vous savez que la peur n'est pas bonne conseillère. Une partie de la population craint que rien ne soit prêt demain. Si la Polynésie doit gérer une épidémie comme c'est le cas ailleurs dans le monde. Je sais qu'un comité de pilotage de crise a déjà été acté et qu'il pourra être mis en œuvre très vite. Ça se traduirait comment ? Comme en cas de cyclone, par exemple? Non, alors comme vous le dites déjà, il est clair que depuis le 22 janvier, l'État et le pays sont à la manœuvre pour se préparer à l'arrivée de ce virus. Mais avant tout, notre premier objectif à tous, comme l'a dit Hervé Varé, c'est vraiment de contenir l'entrée. Et pour cela, du côté de la santé, le ministre de la Santé lui-même pilote chaque jour une cellule de veille et d'alerte de santé. Et le directeur de cabinet du haut-commissaire, depuis maintenant bientôt 3 semaines, pilote, lui, une cellule d'anticipation. Donc nous nous préparons à avoir les bons gestes. Pour cela, donc, les consignes ont déjà été données pour la population, comme se laver les mains, etc. Mais ensuite, nous nous préparons à avoir des réponses adaptées, graduées, si le virus venait à rentrer ici en Polynésie. Il faudra coordonner toutes vos actions. Est-ce que pour tout ça, vous êtes prêts déjà? Alors, bien entendu, forcément, si le virus arrive en Polynésie française, nous allons changer de niveau de réponse. Ce niveau de réponse, il sera toujours dans une forte coopération État-pays, notamment par la mise en œuvre de ce qu'on appelle le dispositif Orsec. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est un dispositif de gestion de crise qui a déjà fait ses preuves. Il a encore fait ses preuves le 10 octobre dernier sur le blackout. Pour le blackout, oui. Il nous a permis, et c'est son objectif, de coordonner rapidement tout un tas d'agents et d'opérateurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Mais vous êtes bien coordonné avec le pays parce qu'on n'a pas toujours le sentiment que vous êtes en accord pour tout. Donc, tous les jours, nous travaillons maintenant depuis 6 semaines sur la préparation de modes opératoires et de réponses. Je peux notamment vous dire qu'il y a un service du ministère de la Santé, l'ARAS, l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale, qui est constitué de spécialistes, médecins, pharmaciens, infirmiers, spécialistes de gestion de crise sanitaire. Et nous travaillerons également avec les communes, comme nous avons pu le faire en avril dernier, lorsque la dengue 2 est arrivée en stade épidémique en Polynésie. Et par exemple,
lorsque la commune de Maïna, le maire, a déclenché son plan communal de sauvegarde pour mettre en œuvre de bonnes mesures qui ont été efficaces. Alors Jean-Marc Ségalin, il y a déjà 6 morts en France et 423 cas au moins, parce que les chiffres gonflent très vite, 138 cas de plus entre hier et aujourd'hui. Forcément, ça participe à la psychose. La direction de la santé a mis en place un certain nombre de mesures. On en a déjà parlé à l'antenne sur Polynésie Première, et notamment des tests pour la fièvre à l'aéroport, des questionnaires aussi pour l'ensemble des passagers, des milliers de fiches que vous devez traiter au quotidien. C'est un travail laborieux. Combien de passagers ont déjà été testés et placés sous surveillance ? Alors bonsoir. Avant de commencer, je voudrais juste dire que j'ai fait une petite erreur sur la précédente intervention. En fait, il ne s'agit pas d'une toux avec expectoration, mais d'une toux sèche. Donc c'est plus caractéristique. Il peut y avoir des expectorations par la suite, mais en réalité, au départ, c'est plutôt une toux sèche. Ouais, voilà. Qui est un repère. On va en reparler de toute façon des symptômes. Ouais. Alors, donc, les fiches auxquelles vous faites référence ont été mises en place il y a quelques semaines. Elles ont été demandées et mises en place rapidement. C'est un travail énorme puisqu'il y a plus de 10 700 fiches qui ont été analysées depuis et ça mobilise énormément de monde. Il y a en permanence 7 personnes plus les astreintes de week-end. Enfin bon, tout ça est un gros travail et ça nous permet en fait... Mais il faut le faire de toute façon. Il faut le faire. Dans les recommandations, si vous regardez le site de l'OMS... C'est dans les recommandations. C'est dans les recommandations et c'est réputé efficace. Ça nous permet 2 choses. Ça nous permet de trier les personnes à l'arrivée et après, comme on demande leur identité et les moyens de les joindre, a posteriori, on peut se mettre en contact avec elles s'il y avait des mesures à prendre. Donc vous avez testé combien de passagers ont été placés sous surveillance depuis que... Alors, il faut faire le distinguo entre les personnes qui ont été testées et les personnes qui ont été mises sous surveillance. En fait, il y a une trentaine de personnes qui ont été testées depuis le début du dispositif, depuis qu'on a les tests, et une 14 précisément qui ont été mises en quarantaine. Et là, une quarantaine, ça veut dire qu'elles étaient isolées en fait dans des lieux. Donc ça, c'est plutôt rassurant parce que ça veut pas dire quand on est placé en quarantaine qu'on est malade, mais le fait que vous surveillez tout ça, ça doit normalement rassurer la population. Eh bien, ça veut dire que le dispositif est en place, qu'on a les moyens d'isoler jusqu'à présent les personnes, et après, elles font l'objet d'une surveillance, voire d'une autosurveillance dans certaines circonstances, et notre personnel veille à rappeler de façon régulière ces personnes. Toutes les personnes, je le redis, étaient négatives après les tests qui ont été effectués. Mais il y a d'autres situations où des personnes avaient été repérées parce qu'elles venaient directement de zones à risque et n'avaient pas de critères, et notamment pas de critères cliniques, c'est-à-dire il n'y avait pas de fièvre, pas de signes respiratoires. Et donc là, on parle de 141 personnes. Et parmi ces 141 personnes, malheureusement, on n'a pas pu pister tout le monde parce qu'on avait un défaut dans le remplissage des fiches. Et j'appelle les personnes et les voyageurs à la raison. Il est nécessaire de remplir de façon très scrupuleuse toutes ces fiches parce qu'on a vraiment besoin de ces renseignements. Parmi ces personnes, il y a 46 personnes donc, qui ont fini d'être surveillées et encore 26 qui sont en cours par nos équipes. On va tout de suite prendre une question des marquises. Nous sommes en direct. On vous écoute ? Oui. Bonsoir. Voilà. Je sais bien que l'aéroport est protégé, ainsi bien que le port de propriété est protégé, mais par contre, les marquises, surtout l'île de Tahouata, c'est une porte ouverte à la navigation des voiliers. Et je me pose la question, je voudrais vous poser la question, est-ce que l'État, ainsi bien que le pays, a cherché un moyen pour nous protéger? Parce que si ça arrive, nous n'avons pas de médecins sur place, nous n'avons rien. Est-ce que l'État a prévu de nous protéger, ainsi bien que le pays, face à ce virus Covid-19? Colonel Pierre Masson, vous êtes le représentant de l'État ce soir. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors, bien entendu, je vous ai parlé des moyens qui seraient mis en œuvre en matière de santé par le pays, parce que c'est de sa compétence. L'État va l'accompagner. Je pense que Hervé Varret pourra apporter des précisions, parce que l'auditeur, lui, parle en ce moment, notamment des voiliers qui viennent accoster à Tahouata. Et je pense qu'il y a des éléments de chronologie à connaître par rapport à la durée de vie du virus. Hervé Varret, on vous écoute. Oui, merci de ta question des marquises. Alors, ce qu'il faut voir et ce qu'il faut connaître, et je pense que tu dois le connaître également, c'est que dès lors que l'on vient sur les marquises et qu'on est effectivement dans un voilier, on a globalement une route qui vient des Galapagos.
Et quand on fait une navigation à partir des Galapagos jusqu'aux Marquises, il vous faut entre 18 et 25 jours pour arriver sur la Terre. Donc ça veut dire qu'on est largement au-delà de la durée de quarantaine qui est de 14 jours pour la personne. Donc ça ne pose aucun problème. Du coup, il n'y a plus de risque, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a plus de risque, c'est-à-dire que dès lors que la personne est arrivée, eh ben, de toute façon, elle n'a pas développé le virus, et sinon elle n'arrivera jamais. Très bien. Elle sera effectivement restée en mer. Merci d'avoir répondu à cette première question. Parmi les mesures qui ont été mises en place par le pays, il y a aussi le fameux certificat médical qui sera obligatoire à partir du 9 mars prochain, vous le savez, jusqu'au 31 mars. Pour tous les passagers qui voudront se rendre en Polynésie française, le pays leur a accordé un petit délai supplémentaire. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction d'un passager qui était à Los Angeles et qui nous raconte ses déboires pour obtenir le fameux sésame. Ça lui a coûté près de 30 000 francs pacifiques. Il répond à Florence O'Kelly. Hier, dans la matinée, j'ai reçu un mail qui disait qu'on avait obligation de fournir un certificat médical à l'arrivée sur Tahiti pour tout passager, même locaux, et qui viennent pas que des zones à risque, également des États-Unis. On a été le faire hier matin, on l'a fait à la première heure. Ça nous a coûté $120 par tête, moi et ma femme. Ça nous a pris quand même 2 heures, juste pour nous deux là. Et heureusement que j'avais gardé un peu de sous pour ça, parce que là, on était vraiment à la fin de notre séjour. Je pense qu'il y en a plein qui n'auront pas cette chance. Au retour, donc, on nous a pas demandé ni notre CM à l'enregistrement, ni à l'arrivée. Donc voilà, on se retrouve avec ça sur les mains, qui n'a servi à rien du tout. Charles Tetaria, que pensez-vous de cette mesure très compliquée et très coûteuse, près de 30 000 francs pour un couple, pour une mesure qui n'existe qu'aux îles Cook et en Polynésie française. Donc, est-ce qu'elle est utile alors que l'on sait que la phase d'incubation peut durer 2 semaines ? Cette mesure est néanmoins utile dès lors qu'on peut tester les gens qui sont devenus positifs. Mais le gros problème, c'est le coût. Bon, je pense qu'il faudrait trouver une solution pour diminuer le coût, notamment des passagers qui viennent des États-Unis. Michel Monvoisin, obtenir un certificat médical est un vrai parcours du combattant, vous l'avez entendu. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ? On ne sait pas combien de temps elle va durer pour l'instant. Bonsoir Natacha. Alors, sur la mesure, je n'ai pas de commentaire. Je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas qualifié pour dire si c'est bien ou c'est pas bien. Ce que je sais, c'est qu'effectivement... Vous avez des retours aussi de votre côté qui disent que c'est compliqué, j'imagine. Ça dépend de l'origine et ça dépend pour les Polynésiens aux États-Unis, vous venez de l'entendre. C'est un peu, effectivement, c'est le coût. Je crois que le premier problème aux États-Unis, sur le coût. Sur la métropole, c'est plus la difficulté d'avoir un rendez-vous. Parce qu'en métropole, si on n'a pas un médecin traitant, il faut 2 à 3 semaines pour obtenir un rendez-vous chez le médecin. Et il semblerait que le Conseil de l'Ordre ait passé des consignes en métropole pour refuser de délivrer des certificats médicaux. Alors c'est là où oui, parce qu'il faut avoir un médecin référent. Corriger, là, parce qu'en fait, il y a une mauvaise interprétation. La demande, en fait, c'est d'avoir une attestation comme quoi on ne présente pas les symptômes qui ont été décrits. Parce qu'effectivement, pour avoir un certificat qui vous exonère et qui vous dit « vous n'avez pas le coronavirus », il semblerait, alors peut-être les médecins sont plus qualifiés que moi pour répondre, mais il faudrait prise de sang. Et là, il y a eu une confusion. Et les médecins, aujourd'hui, en métropole, refusent d'établir des certificats médicaux. On va tout de suite avoir les questions d'internautes avec Hiata. Monsieur Monvoisin, il y a une question de Priscilla. Quelles sont les mesures d'hygiène prises dans les avions ? Est-ce qu'il y a plus de désinfection ? Alors les avions sont équipés. Alors, nous, en plus, ce qui nous concerne, c'est qu'on a vécu le coronavirus depuis le début, puisqu'on a une route qui va au Japon. Donc depuis le début, on a pris les mesures adéquates. C'est-à-dire, on équipe tous les avions sont équipés avec des masques, avec des solutions hydroalcooliques. Les navigants sont formés, les procédures existent. Donc de ce côté-là, dans l'avion, ils savent ce qu'il faut faire. Si un passager présente des symptômes, il est isolé. Donc là-dessus... on peut les rassurer. Normalement, c'est bon. Alors, une partie de la population panique aujourd'hui. Certaines personnes font déjà des stocks, vous l'avez sûrement déjà vu autour de vous, de nourriture au cas où ils devraient rester confinés plusieurs jours. On ne trouve quasiment plus de masques, non plus dans les pharmacies, ni de gel hydroalcoolique, les masques FFP2, les fameux. Ceux-là sont réservés au personnel soignant. Et les masques chirurgicaux classiques ont été commandés, mais les fabricants sont en rupture de stock. On peut encore en trouver, mais à quel prix ? Regardez cet extrait, il est assez parlant. Alors je suis venue acheter une boîte de masques.
20 masques pour 19 500 francs. 19 000. Et pourquoi ce prix, on t'a expliqué? Et en fait, il a dit que sur tout le territoire, il est le seul à vendre des masques FFP3 et qu'à la base, il les a eu très chers déjà. Donc, bon, c'est la flambée des prix maintenant avec le coronavirus qui court partout. Les gens sont affolés. Il faut absolument prendre en compte tout ce qui se passe dans le monde. Il faut avoir le sens du danger, sens de fuir. Et les mesures préventives doivent être plus sérieuses que cela. Vincent Quesnay, vous l'avez entendu, près de 20 000 francs les 20 masques. En plus, ce ne sont pas les bons. On vous en a volé, vous, à l'hôpital. Comment rassurer la population ce soir? Il faut déjà rappeler que seules les personnes malades doivent porter des masques. Oui, il n'y a pas de doute. Les personnes malades d'une part et les soignants d'autre part. Alors, je vous réponds pour l'hôpital. À l'hôpital, on a des stocks. On a eu quelques vols, mais on avait déjà été alerté par les autres pays et par l'OMS de ce risque, puisque ça s'était produit ailleurs. Et aujourd'hui, les masques sont sous clé, sont contrôlés et sont délivrés à bon escient au bon moment. L'utilisation d'un masque, encore une fois, je parle dans le cadre de l'hôpital, hein, puisque c'est ça que je représente. Elle est assez simple et elle n'est pas nouvelle. Les gens vont peut-être la découvrir ici avec le coronavirus, mais ça fait longtemps qu'on la pratique pour toute personne qui consulte aux urgences avec ces symptômes respiratoires associés à de la fièvre. C'est-à-dire que ce soit une grippe, que ce soit des virus autres, entérovirus, rhinovirus, qu'on appelle du rhume. Pour deux raisons. La première, c'est que pendant que le patient est là, il n'est pas logique qu'il aille contaminer d'autres patients par le parcours à la radio, par le parcours en salle d'attente. Et deuxièmement, parce que tout soignant contaminé, c'est un soignant qui peut être en arrêt en période de crise, c'est pas très intéressant, et qui deuxièmement peut lui être un vecteur pour contaminer d'autres patients. Donc les procédures, elles sont connues et déjà utilisées depuis longtemps. Les masques, on les a, et c'est déjà appliqué même avant le coronavirus. Bien sûr, c'est renforcé actuellement. Pour rassurer la population ce soir, il faut quand même dire, colonel Pierre Masson, que vous avez commandé des masques dans le cadre du renfort national, que le pays lui aussi a des stocks, et que si l'épidémie devenait une réalité demain, on pourrait trouver des masques, donc, parce que c'est ce que les gens veulent savoir. Est-ce que demain, ils pourront être protégés? Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que le ministère de la Santé, à travers la direction de la Santé et l'hôpital du Taonnet, ont réellement des stocks de masques, ça c'est sûr. Le ministère de la Santé de Polynésie a recommandé des masques. Et au niveau national, vous l'avez entendu, le président de la République a fait réquisitionner tous les stocks de masques existants. Il en a fait commander en grande quantité. Et la semaine dernière, le haut-commissaire, dans le cadre de l'anticipation, a demandé le soutien de la réserve nationale sanitaire et a demandé donc des masques en appui. Et il est clair que ces masques devront être utilisés à bon escient. Il va falloir faire preuve de civisme. Dans ce sens-là, le gouvernement de Polynésie française a déjà pris la décision de cantonner, de contingenter la distribution des masques dans les pharmacies en réservant quand même 50% pour les professionnels de santé, et notamment les médecins. Très bien, avant de passer au deuxième thème, on a une question d'un internaute. Oui, on a une question de Nathalie Maïtré. Est-ce que le prix des masques est le même dans les pharmacies de Tahiti? Peut-être à monsieur Quesnay. Je suis désolé, je voilà, ne sais pas. Enfin, voilà. Oui, c'est des dispositifs de soins qui sont délivrés sur ordonnance. Après, le prix précis en pharmacie d'officine, je ne le connais pas. Nous, on est fourni par la pharmacie de l'hôpital. Et alors là, c'est clair, dans le cadre de l'hospitalisation, le masque est gratuit. Une autre question de Robert Stein. Les compagnies prendront-elles en charge ces frais médicaux pour le personnel à chaque vol? Je pense que c'est pour les certificats. Pour le personnel, oui, bien sûr. Pour le personnel, on s'occupe de notre personnel, c'est pris en charge. On va tout de suite écouter la question d'un auditeur ou d'une auditrice de Punaouia. On vous écoute. On vous entend mal. Vous nous entendez? Oui. Oui, allez-y. Vous êtes en direct. On vous écoute. Je voudrais poser une question. Est-ce que le moustique, il va piquer celui qui est malade, qui arrive chez nous, il peut contaminer? Qui c'est qui veut répondre? Hervé Varé, Jean-Marc Ségalin. Aïta, le moustique n'est pas un vecteur de transmission. Les seuls moyens de transmission, c'est par la toux, les crachats
ou effectivement le contact avec les mains lorsqu'on ne prend pas de précaution, qu'on se tousse dans les mains et qu'après on va manipuler des objets. Mais définitivement, ça n'est pas une maladie qui est transmise par les moustiques. Très bien. Nous allons à présent nous intéresser aux symptômes, à la transmission et à la prévention. On sait que c'est une contamination d'origine animale, que l'épidémie est partie d'un marché local de Wuhan en Chine. Tout cela, c'est connu, sur lequel étaient vendus des animaux sauvages, que le virus ne présente pas la même gravité chez tout le monde. Les enfants sont donc particulièrement épargnés. Ce sont surtout les personnes âgées, déjà malades, qui en meurent. On sait aussi que 97% des malades guérissent. Jean-Marc Ségalin, est-ce que vous nous confirmez que les symptômes du coronavirus sont les mêmes que ceux de la grippe? Est-ce que vous faites partie des médecins qui disent qu'il ne faut surtout pas s'alarmer? Je ne sais pas s'il y a des médecins qui disent qu'il ne faut surtout pas s'alarmer, ça me paraît un peu excessif, il faut surtout se préparer. Et effectivement, le parallèle avec la grippe est tout à fait pertinent, parce que c'est les mêmes modes de transmission et donc les mêmes modes de prévention. Bon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc se protéger lorsque l'on tousse, se laver les mains, c'est très très important. Et puis, effectivement, il va falloir protéger les personnes qui sont les plus à risque, et donc vous les avez citées, c'est très bien. C'est effectivement les personnes âgées, il faut citer aussi les personnes qui ont des maladies importantes et chroniques, qui peuvent effectivement avoir des formes graves. Et il faut aussi souligner que les enfants, d'après ce qu'on a observé jusqu'à présent, parce qu'on est un peu débutants tous dans cette maladie. On n'a pas suffisamment de recul pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de recul, mais il semble que les enfants soient relativement épargnés. Mais par contre, ce sont certainement des bons vecteurs, comme dans la grippe d'ailleurs. Et donc, ils sont très peu symptomatiques. Ils peuvent continuer à avoir des activités, mais ils peuvent transmettre la maladie. Vincent Quesnay, les personnes âgées, on vient de le dire, qui ont déjà des problèmes respiratoires, sont donc un terrain favorable. Elles doivent vraiment être très prudentes. Est-ce qu'il y a suffisamment de chambres à l'hôpital? Ça fait partie des questions que l'on peut se poser pour les prendre en charge si jamais la situation devenait préoccupante. On a entendu le ministre de la Santé dire qu'elle pourrait être confinée ailleurs, dans d'autres endroits. Est-ce que vous pouvez nous répondre là-dessus ce soir? C'est toujours difficile de prédire l'avenir de façon certaine dans ce genre de situation. Sans prédire l'avenir, est-ce qu'il y a... Actuellement, il y a quand même des chambres qui sont prévues pour ces personnes-là? Oui, alors clairement, actuellement, nous avons prévu des endroits de confinement si d'abord des cas apparaissaient, puis si l'épidémie montait en puissance et que le nombre des patients devait atteindre une volumétrie importante. On a un deuxième recours qui est d'arrêter toutes les activités réglées non urgentes pour libérer de la place. Et puis, on a un troisième recours qui est de faire appel aux autres établissements que l'hôpital, puisqu'on a quand même une volumétrie importante entre les cliniques et les hôpitaux de la santé publique. Donc on est suffisamment équipé, on devrait pouvoir répondre, est clairement suffisamment équipé. Territoires du Pacifique, puis, par exemple. Ce qui me fait plaisir, c'est que dans cette épidémie, c'est pas la première fois. Là où on l'a vu le mieux, ça a été pour la dengue de type 2, mais on a depuis le début une collaboration de l'ARAS, parce que le problème de ces épidémies, c'est bien sûr de soigner les patients, mais c'est aussi d'avoir les moyens de nos intentions. C'est-à-dire qu'il va y avoir du personnel en sous-effectif parce qu'ils vont être malades, et puis il va y avoir une suractivité puisqu'on va demander plus d'examens, plus d'hospitalisation. Donc tout ça, on peut avoir des beaux projets, mais il faut aussi les coordonner, il faut aussi de l'argent. Et depuis là, actuellement, le travail, il est conjoint avec le ministère, avec l'ARAS. Il est prévu de budgéter cette épidémie, d'anticiper les recrutements des gens qui pourraient aider. Juste une question internaute peut-être par rapport au personnel médical. Donc c'est une question de Mimi Krakra. Il y a certains membres du corps médical en profession libérale également confirmant n'ayant jamais reçu les consignes et procédures à suivre en cas d'épidémie. Ils ne sont donc pas préparés. Que répondez-vous à ça? Je réponds je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas s'il a été prévu de faire une diffusion par mail à tout le monde. Je ne pense pas. On est aussi un petit peu responsable de sa formation. Les sites sont en libre accès et les choses sont très claires dessus. Je parle dans les sites professionnels qui nous concernent.
Donc il est assez facile. C'est au personnel soignant eux-mêmes de pour le personnel soignant. Non, alors encore une fois, si je réponds pour l'hôpital, il y a des cellules de crise et il y a des démarches de proximité, il y a édition de recommandations. Non, la communication au sein de l'hôpital, pour ce qui nous concerne, elle est active, elle est en marche. Très bien, on va prendre une question en tahitien. On n'est pas en épidémie, il ne faut pas l'oublier. On va prendre une question en tahitien, Vincent Kene. On est plus dans une démarche de préparation de pré-épidémie. Tout de suite, d'un auditeur qui nous appelle de Farah. Oui, on vous écoute. Marur papa no te ne wira. Maruru met e papa no te ne mo animara tau te taria e hata o tahonor a. Ni e te ani rata o e nin he prau e te tiro e haren ona i ki tata i ona haren i animara. Te nei rā te whār ama i rā tiro nardo mai e animara. Ai te rai papu mai te hiat animara whār amai me trata te whenua tinto i mira no hia mai te nā tiro whār amai e tai mai i atatou te tata. C'était une question par rapport aux animaux, en fait. Est-ce qu'ils étaient vecteurs du virus? Hervé Varé, tout le monde n'aura pas une pneumonie sévère en attrapant le coronavirus. En cas de doute, il y a des tests que vous réalisez à l'Institut Malardé. On va en parler concrètement. Si demain, je m'interroge parce que je tousse, que j'ai de la fièvre et que j'ai un ami italien à la maison, que j'ai donc des raisons de m'inquiéter, et je viens vous voir, vous allez effectuer des prélèvements nasales, désactiver le virus, le tester, et je serai fixée 3 à 5 heures après? Alors, si vous êtes dans ce cas-là, d'abord, effectivement, l'ami italien à la maison et puis la marraine coréenne qui est arrivée également. C'est ça. Et donc, vous avez effectivement pas mal de personnes qui présentent des risques et vous êtes susceptibles d'avoir un risque. Dès lors que vous présenterez des symptômes, votre réflexe, c'est d'appeler le 15. Tout de suite, c'est d'abord Tout de suite, c'est d'appeler le 15. C'est-à-dire que c'est de ne pas venir. Pour l'instant, vous appelez le 15. Le 15 fera avec vous le point de la situation. Voire, il déplacera un véhicule pour vous récupérer. Vous serez ausculté. Et dès lors qu'effectivement, ils considéreront que vous serez un cas suspect, voire un cas possible, là, il faudra effectivement faire un prélèvement. Donc ce prélèvement nasopharyngé va être effectivement techniqué ensuite dans le laboratoire de l'Institut ou au sein du laboratoire du CHPF. Vous en avez déjà fait quelques-uns, une dizaine à l'Institut Malardé? Alors, aujourd'hui, à l'Institut Malardé, on a fait à peu près autour de 22-23 tests. Comme je vous le disais, juste en démarrant la mission, on en a fait encore un aujourd'hui. Donc effectivement, tous négatifs. Voilà. Donc on est totalement équipés. Vous avez déjà fait 2 reportages chez nous pour voir effectivement nos équipements. Tout à fait, oui. Donc il y a effectivement un processus de prélèvement. On prélève donc on prélève au niveau du nez, dans les fosses nasales. On prélève en fond de gorge. On récupère des cellules. Donc en considérant que ces cellules peuvent être effectivement infectées par ce virus. Dès lors qu'on a récupéré ce prélèvement, il va falloir désactiver le virus. Donc on le monte en laboratoire, dans un laboratoire P3, dans notre P3, pour le désactiver. Et dès lors qu'il est désactivé, on va pouvoir le traiter. Le diagnostic se fait au travers de ce que l'on appelle une PCR en temps réel. Donc en fait, c'est une technique de biologie moléculaire qui permet en fait d'établir le profil génétique. Vous prélevez de l'ADN pour le comparer à celui exactement. On récupère de l'ADN du virus, tout du moins de ce qu'il y a dans le flacon, et on le compare effectivement avec le profil génétique du coronavirus que l'on a dans un kit de diagnostic. Vous avez une question? Oui, il est important de faire ce point-là en langue tahitienne par rapport à ce point-là. Hervé, e hatef anhor airvehi auto, i te puma emira, no te hiop or ae, wo tupu mo wahne huatrat ata i tram ai coronavirus. E namuarwa e ninhe matou e hiupua hoi tara e tra i tara toto. E tara tera no i roto i te ishu. I roto i te oha, muri i te arero. Te apapura oe tau te taria? Tra te hupera wahia te te hupera te ishu? No te imi tiro. E tātara he mai e nārto mai te isu, aurera nārto i te waha, e ere tātara atoto,
notre tiro poids et notre tiro. Il y a une question d'un internaute. Oui. Si toutefois le Covid-19 arrivait, de Steve Janning, si toutefois le Covid-19 arrivait sur le territoire et qu'un membre de notre famille en est atteint, quelles seraient les mesures à prendre? J'ai bien compris qu'il est nécessaire d'isoler cette personne. Qui appeler pour des informations? Faut-il avoir déjà certains médicaments chez soi? Quel médecin appeler ou voir? Vincent Quesnay, Le 15. Tout simplement. Le 15. Ça, c'est clair, c'est arrêté. C'est le médecin régulateur du 15, il est là H24 et il est référent de l'information. Une autre question de Toria Piehi. Y a-t-il déjà eu des personnes qui ont guéri du coronavirus? Oui, la plupart. Oui, il faut le Il y a dire. plus de 80%. Il y en a quand même qui se posent des non, mais questions. je comprends que voilà. la question soit inquiétante. Le coronavirus est inquiétant parce que c'est une maladie nouvelle. Et que la nouveauté, ça peut faire peur, surtout dans le cadre des maladies. Mais ça reste une infection respiratoire virale, comme on en a beaucoup sur la planète et depuis toujours. Et il y a une période qui peut être critique on va dire d'une semaine à 15 jours, à partir du moment où vous allez avoir une atteinte respiratoire grave. Mais d'abord, peu de gens auront cette forme, Dieu merci. Enfin, pas la majorité en tout cas. Et puis, une fois que vous avez éliminé le virus et que vous l'avez détruit avec vos systèmes de défense normaux, vos voies respiratoires cicatriseront et vous serez guéri, non contagieux. Lélé Tohiri pose une autre question. Est-ce que c'est dangereux pour les personnes qui ont une insuffisance cardiaque et asthmatique? Alors, oui. Enfin, il est difficile d'être formel. Ce qu'on constate, c'est des liens statistiques, des liens de probabilité. Encore une fois, c'est une maladie qui est jeune. On n'a pas beaucoup de recul, on n'a pas beaucoup de cas. Là, il y a un article qui vient de sortir le 28 février qui fait état d'une étude de seulement 1000 patients, les premiers 1000 patients chinois. Voilà. Il y a toujours un temps quand même pour analyser ce genre d'événement. Chaque cas sera particulier, c'est ce que vous voulez dire, ou presque? Il peut y avoir des cas particuliers. Donc, plus l'étude va être tardive et bien représentée en nombre de patients, plus on va être précis, bien sûr. Mais ce qui sort à peu près toujours, c'est la même chose que ce qui sort dans toutes les infections respiratoires saisonnières, y compris la grippe, c'est que les gens qui ont déjà une faiblesse au plan cardio-respiratoire, également les dialysés, également les immunodéprimés, également évidemment les gens très âgés, sont plus à risque, mais ça ne veut pas dire qu'ils le feront, sont plus à risque que les autres, d'avoir des formes graves et d'avoir du mal à les surmonter. Jean-Marc Ségalin, vous nous disiez qu'on a la carte de visite du virus, on sait donc comment l'identifier, ce qui est déjà en soi une très bonne nouvelle. Ce qui ne joue pas en notre faveur, c'est bien sûr la durée de période d'incubation. Lorsque l'on aura les premiers cas de coronavirus en Polynésie, on leur demandera de rester et qu'on leur demandera de rester chez eux confinés. La question qu'on peut se poser, c'est comment feront-ils avec leurs proches qui seront autour d'eux? Comment ça pourra se passer? Je pense que ça dépendra vraiment du type de domicile des personnes. Et autrement, les mesures sont bien connues, hein, on peut le redire, c'est la protection, c'est éviter les contacts. Et je pense que selon le type de domicile, selon le type de personnes qui vivent au domicile, donc ça sera un petit peu différent entre des domiciles modernes, plutôt à l'européenne, des domiciles traditionnels polynésiens, il y aura des aménagements à faire et il faudra certainement faire en sorte que les personnes les plus fragiles soient écartées des zones où vivent les personnes malades. Autrement, les méthodes seront les mêmes. Port du masque systématique, le lavage des mains systématique, et puis sécuriser tout cela de façon intelligente. Et après, les personnes qui seront vraiment malades, par contre, elles seront hospitalisées. Charles Tétali, il y a des gestes simples, mais que l'on ne fait pas forcément, comme se laver les mains, on en parlait, éviter de s'embrasser pour se dire bonjour, et le port du masque, donc pour les malades, déclarer le personnel soignant. Est-ce que vous craignez, vous, ici, en tant que médecin, une grosse épidémie comme la grippe H1N1, le Zika ou le chikungunya? C'est ce qu'on entend aussi fréquemment. C'est difficile à dire et à prédire, d'autant qu'on n'a pas autant de trafic entre l'étranger et nous. Je pense que le virus va arriver, mais peut-être à un degré moindre. Par contre, ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'une fois le virus
sur place comment le virus va se développer, quelle sera la virulence du virus. Colonel Pierre Masson, la direction de la santé a aussi demandé, vous le savez, aux établissements scolaires de veiller tout particulièrement aux mesures d'hygiène élémentaire, comme se laver les mains par exemple. La santé est une compétence du pays, mais vous êtes favorable évidemment à ce genre de mesures. Oui, alors ça fait partie des premières actions sur lesquelles, dans le cadre de la cellule d'alerte et de veille santé, nous avons travaillé. Ça a été justement le fait d'agir sur les écoles, d'agir au plus près pour faire passer ce message. Et puis s'assurer également via les enfants que ce message de santé et de prévention passe également dans les familles. Vincent Quesnay, le coronavirus se transmet comme tous les virus, on le disait, par la salive, les crachats, etc. Donc il faut être très raisonnable si on est malade pour ne pas transmettre les germes, éviter de prendre le truc, de s'embrasser. Est-ce que les malades que vous croisez en ce moment à l'hôpital le comprennent ou ils ont le sentiment que vous ne les aimez plus ? C'est une question importante parce que ici, ça peut être mal interprété. Tout à fait, c'est quelque chose de variable. Hein. Ici, c'est un pays où le contact est chaleureux et proche. Donc, je pense qu'il faut pas. J'aurais envie de dire, vous en avez parlé tout à l'heure, la peur est mauvaise conseillère. Oui, la peur est mauvaise conseillère si elle fait paniquer et faire n'importe quoi. Par contre, si cette peur, elle motive à être raisonnable, à être prudent, et à s'astreindre, parce que le vrai problème de toutes ces mesures qu'on décrit depuis tout à l'heure, c'est que le jour où vous avez à les faire, c'est très astreignant. Supporter un masque, c'est pénible. Ne plus dire bonjour aux gens, c'est pénible. Rester distant avec son patient, souvent, il peut le prendre mal. Donc, il ne faut pas hésiter à lui expliquer qu'on l'aime toujours, mais que simplement, on a peur de lui transmettre une maladie dangereuse, puisque il est clair qu'on est exposé. La maladie, elle arrivera par l'hôpital, et donc les soignants pourront la véhiculer. Donc, c'est normal qu'ils protègent leurs patients. Voilà. Je pense qu'il faut accepter que ces mesures sont un peu contraignantes, sont déstabilisantes, mais sont finalement pas dramatiques, et valent la peine, parce que par contre, elles ont clairement prouvé leur efficacité sur la réduction des transmissions. On est malade combien de temps avec le coronavirus ? Une dizaine de jours. Enfin, pardon. Une dizaine de jours en moyenne, c'est ça ? Une dizaine de jours, c'est à peu près la durée d'hospitalisation des 10-12 jours des gens qui avaient été hospitalisés en Chine sur la première vague de patients. Il y a une question là-dessus. Parce qu'il y a aussi des patients qui vont avoir des formes tout à fait mineures, et alors eux, ça va être très peu. C'est 2-3 jours du coup. Il y a une question d'internet. Quel médicament donne-t-on à celui qui attrape le coronavirus ? Il y a une autre question aussi de Miriho. Le coronavirus est-il dangereux pour les femmes enceintes ? Y a-t-il des risques pour le bébé ? Alors les médicaments, c'est du paracétamol ? Alors les médicaments, ça va être ce qu'on appelle des médicaments symptomatiques, c'est-à-dire que nous n'avons pas à ce jour de médicaments qui soient actifs sur le coronavirus lui-même. Donc il n'y a pas lieu de donner un traitement spécifique sur ce qui est d'ailleurs... Donc c'est du paracétamol et un sirop pour la toux. On va traiter les symptômes, c'est-à-dire si les gens sont très gênés par une toux sèche qui est délétère, qui empêche de dormir, qui fait très mal, qui irrite les bronches, on peut la soulager avec des antitussifs. Si on a de la fièvre, on la fait tomber, et surtout quand on a de la fièvre, on se déshydrate, donc veiller à l'hydratation des gens, toutes ces choses. Et puis après, s'il y a des formes un peu plus sévères qui nécessitent de l'oxygène, de la ventilation, ça se passe à l'hôpital. Pour la femme enceinte ? Et pour la femme enceinte, la réponse sincère est je ne sais pas. Jean-Marc Ségalin, vous avez une réponse pour les je crois femmes que enceintes ? personne ne sait. En réalité, la revue de littérature qui a été faite récemment là, avec les spécialistes parisiens, ils ne savent pas, on n'a pas assez de données actuellement. On a beaucoup de questions. Une autre question peut-être, une fois que l'on a guéri du coronavirus, peut-on le réattraper ? ITH1 qui pose cette question. C'est arrivé au Japon. Oui, alors, il y a un cas décrit, semble-t-il, dans la littérature, mais pareil, on ne sait pas vraiment, puisque pour savoir ça, en fait, il faudrait pouvoir tester les anticorps. Les anticorps qui vont être fabriqués après une infection, et pour l'instant, cette technologie n'existe pas. Elle devrait être disponible d'ici quelques semaines, quelques mois. C'est difficile de pouvoir répondre à ces questions-là. Michel Monvoisin, est-ce que vos avions sont équipés et quelles sont les recommandations qui sont faites dans le secteur du transport aérien, je sais que vous en avez, pour limiter au maximum la propagation du coronavirus ? Dans l'avion, c'est ce que je vous disais précédemment. On a équipé les avions avec des masques, des solutions hydroalcooliques. Et puis les procédures ont été mises à jour pour nos personnels. Donc ils savent ce qu'il faut faire. Ce sont des personnels qui sont Vous avez d'autres recommandations dans le secteur aérien que celle-là ?
Alors, c'est des recommandations qui sont transmises en général par l'IATA, qui est l'association des compagnies aériennes, nous alimente beaucoup. Bon, enfin bon, là, c'est des mesures qui ont été décrites aussi par les médecins. Hein. Au-delà d'isoler, si on détecte un patient, quelqu'un qui présente des symptômes, on l'isole. On lui met un masque. Alors lui, oui, il faut lui mettre un masque et on le déclare aux autorités dès l'arrivée. On a une autre question d'un téléspectateur. On vous écoute ? Voilà, c'est juste une question. Moi, je viens de voir à la télé. Est-ce que c'est normal, les gens qui font les tests dans l'oreille, que l'embout ne soit pas échangé ou qu'il soit désinfecté, la moindre des choses, je ne sais pas. La prise de température. Oui. Ouais. Alors c'est pour la prise de température. Je pense que voilà, c'était l'espèce de thermomètre. J'espère avoir compris la question, puisqu'il y a deux types de thermomètres. Ouais. Il y a un thermomètre effectivement qui prend la température dans l'oreille, et là il y a un embout plastique qui est jeté entre chaque mesure. Et sinon, il existe maintenant des thermomètres sans contact. Donc il n'y a rien à jeter, puisque théoriquement on ne touche pas. Très bien. Je vais apporter une précision à ce point-là. Oui, parce qu'effectivement, on utilise les deux types de thermomètres à l'aéroport. Oui. On fait un premier screening avec le thermomètre sans contact que décrivait Vincent. Et après, pour les personnes que l'on met de côté parce qu'il y a un besoin complémentaire, on revérifie la température, cette fois-ci avec un thermomètre tympanique. Donc c'est peut-être ce qui a pu c'est peut-être mettre un peu de confusion. Ce qui a pu la choquer. Donc, mais effectivement, on change l'embout à chaque fois. On va avancer avec cet autre thème, la première victime, je le disais tout à l'heure, du coronavirus, et donc l'économie, c'est le troisième thème que nous allons aborder ce soir. Les chiffres du tourisme qui étaient bien remontés, on va en reparler, vont évidemment reculer avec le coronavirus. Il y a déjà beaucoup d'annulations. Autre exemple concret, le sommet France-Océanie a été annulé en Polynésie à cause du coronavirus, et avec lui toutes les réservations des participants. Un coup dur déjà pour l'économie. On écoute tout de suite le président du syndicat des hôteliers, Didier Lamotte, qui l'a confirmé à Marie-Christine Depape. Les décisions qui ont été prises sont des bonnes décisions, sauf que on est quand même les seuls à avoir été aussi loin dans la demande de certificats pour tous les voyageurs qui arrivent en Polynésie. Mais ça fait partie aussi des choses différentes qui existent dans tous les pays. Et la deuxième chose, c'est que, à mon avis, il y a une chose qui manque quand même dans cette décision-là, c'est de mettre une date limite, c'est-à-dire jusqu'à fin mars, jusqu'à fin avril. La menace finalement des tours opérateurs qui nous le disent, hein, et je pense que Tahiti Tourisme, le ministère du Tourisme, reçoit des informations dans ce sens-là aussi, en disant qu'on peut réellement avoir des annulations en masse par rapport à la plupart des marchés. Michel Monvoisin, les aéroports d'Adete, Tahiti, Bora, Raiatea et Rangiroa donc ont accueilli plus de 2 millions de passagers, vous le savez, en 2019. Il y en aura forcément moins en 2020 à cause de la maladie. Pour l'instant, il n'y a pas trop de conséquences. C'est ce que vous dites sur les vols à destination de Los Angeles et Paris, mais cela va arriver. Est-ce que vous vous y attendez ? Vous êtes dans le flou Bien sûr qu'on s'y attend. Aujourd'hui, on l'a vu. Bon, d'abord, là encore, on a des chiffres de la IATA. L'impact, il y a un impact qui est mondial. Il est de l'ordre de 10%, un recul de 10%. Vous avez vu, je crois, aujourd'hui, il y a une compagnie aérienne qui a déposé le bilan en Angleterre. Il y en a d'autres qui... Hainan en Chine, c'est déjà fait. Ça va continuer. Donc, bien sûr, l'impact est majeur. Depuis lundi, ça a pris un virage, ça s'est accéléré quand le nombre de cas a eu une accélération forte en métropole. C'est là que ça a été un événement déclencheur. Vous craignez qu'Air Tahiti Nui, demain, soit obligé de fermer ses portes ? On n'est pas là, grâce à Dieu, quand même. Mais vous y pensez quand même le soir ? On n'est pas encore là. Mais vous y pensez quand même le soir ou le matin au réveil ? On y pense tous les jours, puisque nous, je vous le dis, ça a commencé avec la route sur le Japon, puisque nous, dès le début, des mesures fortes ont été prises sur l'Asie. On vient de prendre la décision de réduire nos fréquences sur le Japon. On va passer... Parce que vous n'avez plus que 30% de taux de remplissage aujourd'hui. Hein ? Oui, mais on va passer à 1 vol par semaine. On était à 2 vols par semaine. Donc jusqu'au mois de juin, on sera à 2 vols par semaine. Et puis on essaie de s'adapter. L'ensemble des compagnies essaient de s'adapter. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est quand même en pilotage à vue. C'est au jour le jour. Il y a une question justement d'une internaute, Germaine Sansine. Est-ce que ATN peut accepter notre demande d'annulation exceptionnellement ? Nous sommes inquiets car on nous dit à l'agence que nos billets sont perdus si nous ne pouvons plus partir. Pourtant, vous reportez les billets. Non, on reporte les billets. Gratuitement, comme Air France. Alors, on l'accepte dans les cas précis, effectivement, liés au coronavirus. Si on nous demande une annulation pour le mois de décembre, c'est un peu tôt quand même. On va prendre un auditeur ou une auditrice en direct de Montréal tout de suite qui va poser une question sur l'impact économique. On l'écoute. Oui, on vous entend. Oui, Rana Natasha, Hayata, Yorana Tatot et Louis.
Alors la question que je pose, c'est, voilà, pas de coronavirus en Polynésie, pas de coronavirus aux États-Unis pour le moment. 50% de nos touristes, c'est quand même les Américains. La grande peur des professionnels du tourisme, je ne vais pas vous cacher, hein, c'est du jour au lendemain une baisse dramatique de notre tourisme à cause de ce virus. Quelles sont les mesures, en tout cas en termes de réactivité, de peut-être vraiment dire aux Américains, voilà, on est toujours un safe destination par rapport à d'autres destinations du monde. Moi, c'est comment nous allons réagir vis-à-vis du tourisme et de cette peur du coronavirus. Comment, et ce que je veux poser aussi aux personnes qui sont dans la santé ce soir, c'est, OK, coronavirus, comment on le compare à une grippe, à une dengue? Si j'ai le coronavirus demain, voilà, je prends des cachets, je suis guéri et c'est bon. J'ai l'impression que ça part vraiment je sais pas, mais il y a une frénésie, mais grave, sur le coronavirus. Est-ce qu'elle est équivalente à la dengue, à la grippe? Est-ce qu'on n'en fait pas de trop? Alors, on va essayer de répondre à deux questions. D'abord, la première, personne sur ce plateau ne pourra vous répondre puisque, évidemment, il aurait fallu que ce soit donner la parole à quelqu'un du gouvernement et qui n'est pas présent ce soir. En revanche, par rapport à la demande qui concerne le coronavirus, est-ce que c'est l'équivalent d'une dengue, d'une grippe? Finalement, on en a déjà pas mal parlé depuis le début de l'émission, mais qui veut bien répondre à ce téléspectateur? Jean-Marc Ségalin. Oui, alors je trouve que cette question tombe à point nommé parce qu'effectivement, une de nos missions, à nous tous de la santé ici, c'est d'essayer de rappeler que c'est une maladie virale qui a quasiment les mêmes effets que ceux de la grippe. Pour l'instant, on a une mortalité qui est un petit peu supérieure, mais encore une fois, les chiffres vont aller vers la baisse. Au début, on parlait de 10%, de 5%, etc. Actuellement, on estime que la mortalité en population générale, elle est de 0,5%. Pour la grippe, on considère que c'est 0,1%. Donc c'est un petit peu au-dessus de la grippe et beaucoup moins que le SRAS. C'est au-dessus de la grippe, mais pour l'instant, encore une fois, on manque de données. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ce qui est très important aussi, c'est comment les gens considèrent la grippe habituellement. La grippe, c'est pas neutre. C'est 300 000 à 600 000 morts chaque année dans le monde. Et mais là, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. On ne sait pas jusqu'où ça va aller pour le coronavirus. C'est vrai, mais je crois qu'il faut appeler les gens à la raison. On prend les mesures qui sont adaptées et effectivement, jusqu'à présent, il n'y a pas lieu de penser que c'est un phénomène très grave. Il faut être prudent, il faut s'y préparer, mais les statistiques, je pense, deviendront de plus en plus rassurantes. Il y a une question d'un internaute pour les personnes des îles. Quelle est la prise en charge de Herinuit Ofa pour les personnes des îles? Qu'est-ce qui est prévu pour eux? Alors, il y a beaucoup d'éléments dans cette question en fait. Les personnes des îles sont logées à la même enseigne en termes est-ce qu'elles doivent de se sentir autant protégées que les personnes de Tahiti et de Montréal? Alors moi je peux parler pour la prise en charge médicale, ça pourrait être complété par Vincent. En fait il y a le même phénomène, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce sont des gens qui ont voyagé, qui sont à risque, etc., ils vont avoir le même traitement. Ils appelleront le centre 15 et forcément les vecteurs seront probablement un peu plus difficiles à mobiliser. Ils sont ensuite évassanés sur l'hôpital éventuellement. C'est exactement ça, mais je pense que c'est la problématique globale pour les personnes des îles. Tout est plus complexe pour la prise en charge, notamment pour la prise en charge pour les cas compliqués. A contrario, les personnes qui auront, si on a des cas, des cas avérés, je pense que l'isolement sera probablement un peu plus facile qu'en zone urbaine ou que sur beaucoup de communautés. On va revenir simplement à l'impact économique avec le colonel Pierre Masson. L'épidémie de coronavirus a des conséquences dramatiques sur l'économie mondiale. Il faudra évidemment protéger l'économie du territoire si le virus devait arriver demain en Polynésie. On peut raisonnablement penser qu'il pourrait y avoir un tiers des effectifs en moins dans les entreprises, donc qui ne pourront plus assurer que 50% de leur activité. Est-ce qu'on sera toujours en mesure d'assurer la production d'électricité, de l'eau potable, l'approvisionnement, sans vouloir être alarmiste, des supermarchés malgré tout? Alors, bien entendu, cette poursuite du fonctionnement socio-économique est très importante dans une gestion de crise. Et il est clair que cet impact-là amène forcément les décideurs au niveau de l'État, du pays, des communes, mais aussi des entreprises, à se préparer. Alors, au niveau de l'État, par exemple, pour ce qui est du Haut Commissariat et des services de l'État,
il y a depuis plusieurs années, nous l'avons réactualisé en août 2019, un plan de continuité d'activité qui nous permet de recentrer nos activités avec une perte d'effectifs de 1/3, voire même en dessous de 50% des effectifs. Oui, puisque pour que ce ne soit pas dramatique au plan économique, il faut que ça continue de fonctionner. Oui, alors, pour la Polynésie française, ce n'est pas une nouveauté. Si malheureusement l'épidémie devait arriver ici, vous avez connu le Zika ou peut-être même des épidémies de dengue qui touchent la population, et il est nécessaire de s'organiser pour se recentrer sur les activités fondamentales, voire vitales, pour satisfaire au minimum les besoins de la population. C'est le cas de l'électricité, par exemple, et pas plus tard qu'hier, parce que c'est un acteur très important, nous avons reçu, nous, à la direction de la protection civile, les cadres dirigeants de la société EDT qui sont venus nous présenter leur dernière adaptation de leur plan de continuité d'activité dans le cadre de l'anticipation. Il faudra aussi évidemment décider de fermer sûrement les établissements scolaires en accord avec le pays. Le président Édouard Fritsch, qui a d'ailleurs expliqué hier qu'il n'était pas question à ce jour de fermer les frontières car c'était notre économie qui était en jeu. On l'écoute. Faut-il fermer nos frontières? Réfléchissons un peu. Il n'y a pas que des touristes qui viennent de l'extérieur. Il y a aussi nos Tata Triti, nos compatriotes, qui sont à l'extérieur et qui veulent revenir chez eux. Il y a tout ce que nous consommons, qui vient par bateau ou par avion. Vous avez compris, c'est toute notre économie, notre vie quotidienne et nos emplois qui sont en jeu. Il faut garder raison. Ne cédons pas à la panique. Tous les services dépendants du ministère de la Santé, tous les ministres concernés sont mobilisés tous les jours pour faire barrage à l'épidémie. Hervé Varret, il y a l'économie du quotidien, je dirais le tourisme et les emplois, mais il y a aussi le coût des tests en laboratoire pour diagnostiquer le coronavirus, 45 000 francs en moyenne. L'épidémie de dengue avait coûté 1 milliard au pays. Est-ce que la facture pourrait être assez élevée en cas d'épidémie ? Alors oui, aujourd'hui le coût effectivement d'un diagnostic est d'environ 45 000 francs. Donc on est sur des réactifs qui ont un certain coût. Les montées en technique dans les laboratoires ont un certain coût. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas en faire à tout va ou alors que la santé n'a pas de prix, on y va et on ne compte pas ? Alors, dans un démarrage de crise comme on peut le connaître aujourd'hui, il est évident qu'il faut mettre les moyens pour pouvoir effectivement faire les diagnostics. Donc dès lors qu'on nous a demandé effectivement sur la base de prélèvement de faire des diagnostics, nous avons réalisé. Alors, pour l'instant, ces coûts ne sont pas refacturés. Ils sont intégrés dans les comptes de l'Institut et on fera les comptes à la fin. On fera les comptes à la fin. Oui, les patients ne sortent pas leur compte. Les patients ne payent aucun diagnostic. Et il est évident que dès lors qu'on aura beaucoup, je dirais, de tests à faire, on va de toute façon avoir une économie d'échelle et on baissera à ce moment-là le coût de réalisation de ces diagnostics. On va tout de suite prendre un auditeur des Marquises en direct. On vous écoute sur l'aspect économique. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Je voudrais me présenter. Allez-y, on vous écoute. Je suis Freddy de Fatouiva et ma femme va bientôt accoucher aussi. Et c'est par rapport aussi à l'économie, quoi. Nous, on a fait quand même aussi un emprunt. On vit du tourisme et on veut quand même prendre le risque qu'on ferme les frontières, quoi. Pourquoi? Parce qu'on a des grands-parents, on a toute notre famille, quoi. On veut pas prendre le risque qu'un d'eux meure, quoi. Et toutes les familles aussi, je crois que c'est la même chose. Et voilà, je voudrais savoir si, pour nos Tahitiens là dans les grands pays, on pourrait les faire revenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vais juste me tourner vers Michel, mon voisin, puisque, encore une fois, ça va être compliqué sur ce plateau de vous répondre ce soir. On a atteint les 236 000 touristes l'an dernier. Vous allez peut-être pouvoir en partie répondre à la question de ce père de famille en puissance. Un record, donc, depuis 2000. On se souvient très bien de la crise de 2008. Les retombées économiques du tourisme pour le pays sont de 65 milliards à ce jour. Comment faire pour protéger le secteur? Quelles sont les décisions que vous attendez? Sûrement pas la fermeture des frontières. C'était également l'inquiétude de ce jeune père de famille en puissance des Marquises.
Déjà, ce n'est pas des décisions qui m'appartiennent. Fermer les frontières. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce genre de décision que vous attendez. C'est ça que Les compagnies aériennes, elles suivent les instructions qui leur sont données par le gouvernement et puis elles cherchent à s'adapter. Donc, effectivement, aujourd'hui, on se prépare. On est, vous citiez 2008, on n'est plus très loin d'une crise qui est semblable à 2008 aujourd'hui, bien sûr. Et on a constaté d'ailleurs cette semaine, dès lors que ça s'est étendu au monde, et c'est ce que je disais précédemment, notamment en France, c'est parti. Les nouvelles mesures qu'on a mises en place, c'est vrai qu'on a très vite, on a eu des ralentissements forts sur les engagements. Mais bon, ce que vous voulez, on s'adapte, on fait le dos rond, on essaye de faire du mieux. Et là, je veux saluer le travail de nos escales d'ailleurs, qui font au mieux pour obtenir. On essaye de rassurer nos passagers et d'obtenir ces fameuses attestations. À partir de là, on n'a pas de recette magique non plus. Le problème, si vous voulez, par rapport aux crises précédentes, quand même, il faut le dire, il y a un problème majeur, vous l'avez dit, si on est dans un monde connecté, c'est les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux véhiculent tout et n'importe quoi. Et à partir de là, nous, le passager, on le voit arriver à l'aéroport. Mais si en amont, il a décidé de ne pas venir pour X raisons, parce qu'il a peur, la première des raisons, c'est qu'il a peur. Ce qui est sûr, c'est que le secteur touristique, qui est le premier poumon économique de la Polynésie, n'espère pas la fermeture des frontières. Vous le confirmez ce soir, puisque vous le représentez. Là, vous l'avez dit, 65 milliards en moins. Oui, ce serait le secteur touristique, je crois, dans l'ensemble. Et le président l'a dit, le président ne veut pas fermer les frontières non plus. Puis qu'est-ce que ça veut dire de fermer les frontières? On ne peut pas vivre en autarcie, on n'importe où. Ça n'aurait pas de sens. On va écouter, on va prendre une question d'un internaute. Il y a beaucoup de questions sur la fermeture des frontières. Pourquoi ne pas fermer les frontières pour éviter la contamination? Enfin, voilà, je pense que monsieur... Ce genre de questions, on ne pourra pas y répondre ce soir. Voilà, une personne qui est à jour du vaccin de la grippe est-elle mieux protégée ou pas? Une question de Linda Didier. Vincent Quesnay, est-ce qu'on est mieux protégé quand on a le vaccin de la grippe? Contre le coronavirus, évidemment. Ça me fait plaisir qu'on parle de la vaccination de la grippe parce que c'est mon dada. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut voir que quand on a ce genre d'épidémie, on est un peu embêté parce qu'on sait que c'est un virus nouveau qui arrive sur une population qui ne l'a pas connu. Donc forcément, le temps de mise en anticorps, même si on suppose qu'ils vont être efficaces, qu'on ne sait pas aujourd'hui, et qu'on ne peut pas en faire un deuxième, est beaucoup plus long que la propagation de l'épidémie, donc on ne la tient pas. Par contre, la grippe, qui a à peu près la même mortalité, on l'a dit, qui a des fréquences tout aussi importantes, on est capable de la vacciner, et je dirais même que lors de l'épidémie de cette grippe qu'on a appelée mexicaine, qui était en fait la grippe H1N1 de 2009, on a réussi une première dans l'histoire de la science, c'est de fabriquer le vaccin pendant l'épidémie, et on pouvait espérer casser cette épidémie, mais on a jeté les vaccins. Parce que le problème aujourd'hui avec la grippe, c'est que les gens ne se vaccinent pas. Donc cette dame est vaccinée, je la félicite, mais malheureusement le vaccin de la grippe ne protège pas du coronavirus. En tout cas, personne ne peut prétendre ça aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à trouver un vaccin? Est-ce qu'on a presque atteint ce... Alors ça, là, on sort un peu de mon domaine de compétences, mais je pense pas, d'après ce que j'ai pu lire, qu'on l'ait avant plusieurs mois, voire un an. D'accord. On va prendre une dernière question d'un téléspectateur avant de rendre l'antenne. Quelqu'un de Papeete, on vous écoute. Oui, bonsoir à tous, c'est Priscilla. Je regrette l'absence du gouvernement lors de cette émission très intéressante. On parlait d'économie. Ok, l'économie du pays est très importante, mais moi, ma question, ça serait, est-ce que la santé de la population ne serait pas plus une priorité face à l'économie du pays? Alors, encore une fois, c'est vrai que pour cette question-là, ça va être un petit peu compliqué d'y répondre, mais l'économie, la santé, j'imagine que les spécialistes de la santé, Charles Tetaria, la santé de la population est importante, l'économie aussi. C'est vrai que la santé de la population est importante, mais au regard de ce qui se passe en Chine, on a dit tout à l'heure que les gens malades qui ont attrapé le virus, il y a au moins 97% de personnes qui sont guéries. Donc, quand il faut faire la balance, c'est vrai que cette épidémie,
Il vaut mieux pas fermer les frontières, puisque finalement, il n'y aura que 2 ou 3 morts, c'est ce que vous êtes en train de dire. Par contre, le problème qui se pose, c'est le problème d'économie. Si on voit ce qui s'est passé en Chine, presque le pays s'est arrêté de travailler. Donc, il ne faudrait pas que la même chose arrive chez nous. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fermé les frontières. Justement, il y a une remarque de Ben Sten. Il ne faut pas oublier le côté positif du virus, qui a permis une énorme dépollution de l'atmosphère en Chine suite à la fermeture d'usines. Très bien, c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette édition spéciale ce soir. J'espère qu'elle aura répondu au moins en partie aux questions que se pose la population en raison de l'arrivée en puissance du coronavirus en Polynésie française. Oia e tano e puauhia te iene whanhor ana tātou narto I te reo te te puaur a potonoa te haapapuhia nei te iene po aitaho aho e tātai rohia I te iene ei o tātou nei mai te piti no māti o ia moni reira ai hone titauhia te ho e prau nā te taute no te whea ai umeira nā te mo whenua atia mai mai te atu iwa no māti o ia titauhia te prau a te taute no o tō e umeira nā te mo whenua atoa hau tātou a whahautua I te prau a taute e hat mora au e veire I te ni mhane o reira me te pute vene te tei tap o e hat hupai rawe. Ta o e whauir a hopea. Ta o whauir a hopea o ia I ere te i mai a tātaro e no te pea no tra au. Ai te ra au no te aro I te tiro. Te vera te ra au no te ra au arei ra o I men at patia. Ra au patia. Ai te ra I no mai te. E hat hupai rawe. Niu e hat te numera niu. Niu te te ahurumapa, no te anira nā whai, mi mea nā rapai me oa, no te mea aita tā mai tai rongai mai unei, mi mea nā rapai me oa, nā whenua atia mai, ni e te numera ahurumapa, mi mea o whiwahai oa, ore rā te hota hi ara. Marumet et Tanteno Tene, merci à tous nos invités et à nos internautes pour leurs questions ce soir. Passez une excellente soirée. Merci de votre confiance. Bonsoir.